Bon, on y va? Première mission? Oui, et maintenant, direction Obersteinbach en Alsace, à la rencontre de l'homme insecte Sébastien Heim et son magnifique jardin. Et c'est le premier épisode d'une longue série de personnes toutes plus inspirantes les unes que les autres. Et des personnes que vous allez pouvoir rencontrer à la prochaine journée mondiale de l'altruisme. Alors ne manquez surtout pas ce premier épisode. Ok, donc Renaud, tu disais qu'est-ce qu'on va faire avec Sébastien? Et qui est Sébastien? Il s'est passé quelque chose avec cet homme parce que effectivement il est vraiment passionné, bienveillant, ouvert, respectueux. On sent qu'il est totalement investi dans ce qu'il fait. D'ailleurs il le dit lui-même, je suis né insecte. Alors bon, c'est une façon de parler, hein. Bien sûr, il a les pieds bien sur terre. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Tu m'en avais déjà parlé, moi j'ai vraiment hâte aussi de le rencontrer. Et aussi ce qui est vraiment génial, comme me disait Nat, c'est que cette rencontre, coucou Nat, c'est que ça fait complètement partie de Planète Altruiste, parce que tu me disais qu'on allait le retrouver même à un événement de Planète Altruiste, c'est ça? Oui, effectivement, Sébastien a accepté de faire partie des intervenants des prochaines journées mondiales de l'altruisme sur toute cette partie invisible qu'on ne voit pas, qui sont les insectes et qui pourtant dans notre interdépendance au niveau des écosystèmes est extrêmement important. Ouais, c'est clair. Donc c'est vraiment, il y va de notre survie. En fait, la survie des insectes est liée à la survie de l'espèce humaine. Bon ben on est en route, on arrive vers d'ici une petite heure, c'est ça? Même pas, 40 minutes. 40 minutes, super. Et ben on vous dit à tout de suite. Alors j'ai le bonheur de me trouver ici à Hymenoptera. Alors qu'est-ce que c'est Hymenoptera? Eh bien c'est tout simplement un jardin écologique. Alors je vais vous en parler un petit peu plus, mais ce que vous ne savez pas peut-être aujourd'hui, c'est que malheureusement 80% de la masse des insectes volants a disparu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, tous les oiseaux que vous avez le bonheur d'entendre chanter ne peuvent plus se nourrir et sont en train de disparaître aussi. Mais ce n'est pas la seule conséquence que peut avoir justement la disparition des insectes. Et nous avons la chance aujourd'hui d'être avec Sébastien Heim, qui est vraiment le grand spécialiste et qui est à l'origine justement de ce jardin Hymenoptera. Et il va nous en parler plus en détail. Alors je vais le rejoindre tout de suite. Et bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, c'est toi qui as créé ce jardin, on peut dire. Absolument. Hymenoptera. Alors, avant de parler plus en détail de ton activité, je venais de dire que 80% de la masse des insectes volants ont disparu. Qu'est-ce que ça implique exactement ? Ben oui, c'est malheureusement la réalité, hein. C'est un constat que j'ai fait depuis longtemps. Donc c'est un phénomène qui s'est produit 30 ans en arrière déjà. Et ça implique l'effondrement des écosystèmes, puisque les insectes sont les sentinelles de l'environnement. Hein. Oui. Et de l'équilibre de la nature. Donc c'est la base nourricière de toute la chaîne alimentaire qui disparaît ici à présent sous nos yeux. Avant, il y avait des millions d'insectes la nuit, hein, qu'on voyait quand on allumait les pleins phares, quand on conduisait avec les pleins phares. Et aujourd'hui, effectivement, vous pouvez aller jusqu'au sud de la France d'une seule traite sans avoir à nettoyer le pare-brise. Et je ne comprends pas que les gens ne se soient pas manifestés par un sursaut. Au contraire, ça les amusait parce qu'ils avaient moins de nettoyage à faire. Et ils ne sont pas conscients de tout ce que ça implique, donc l'effondrement, encore une fois, de la chaîne alimentaire. Et nous en faisons pleinement partie, donc nous serons touchés d'une manière ou d'une autre, parce que la séparativité étant une illusion, sur Terre, tout est relié. Dans le cosmos, tout est relié, donc on ne détruit pas des fondements qui ont des millions d'années ou des milliards d'années comme ça.
Alors, les causes, j'imagine, sont multiples de la disparition des insectes. Tu peux nous les mentionner? Oui, absolument. Donc la première cause, je n'ai pas peur de ce gros mot, hein, c'est l'agriculture intensive qui est devenue ultra productiviste, qui ne se soucie plus du tout de la vie. Il faut savoir que tout a commencé après-guerre avec les armes chimiques qui étaient fabriquées. Les industriels ne savaient plus trop quoi en faire. Ils ont modifié quelques molécules et puis les gaz qui ont servi dans les tranchées ou au-delà, à la Seconde Guerre mondiale, eh bien, se sont transformés en gaz pour détruire les insectes. Nous soupçonnons également la téléphonie mobile parce que les antennes des insectes chauffent. Or, les antennes de ces insectes sont utilisées pour la communication et pour le repérage. Hein. Donc ça aussi, c'est dramatique. Et les jardins trop propres, je n'arrête pas de le dire, des millions de propriétaires qui rasent leur jardin, qui le font à leur image, sans se préoccuper de la complexité de la nature qui gravite autour. Eh bien, ça aussi, c'est un impact terrible, non négligeable. Un jardin propre est impropre à la vie. Alors, justement, tu vas nous montrer ton jardin. Alors, moi, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que votre jardin peut devenir la solution de demain. Grâce à votre jardin, vous pouvez participer, devenir la solution qui va sauver justement ces insectes. Et on va le voir maintenant grâce à ce jardin absolument fabuleux. Ça fait combien de temps que tu as fait ce jardin? Voilà, alors avant de répondre, oui. Le jardin, donc, il existe effectivement depuis 4 ans et demi, mais je tiens à dire aux gens que la disparition des insectes n'est en aucune façon une fatalité. Ce n'est pas une fatalité, des solutions existent et je vais vous les faire découvrir ici au fil de la promenade. Alors voilà, ça y est, on y est, on se trouve dans le jardin, on va commencer la visite avec Sébastien. D'ailleurs, je vais le laisser nous présenter, vous allez profiter de la visite guidée. Alors on peut dire, en fait, tu as créé ici un lieu de rencontre, en fait. Absolument, je reçois beaucoup de monde tous les ans et puis c'est un très bon signal parce que les gens sont curieux, ils sont de plus en plus intéressés et ils répondent de plus en plus aux problématiques de l'environnement. Et puis il y a une autre rencontre, c'est la rencontre entre les insectes aussi et toute cette vie que tu as créée ici. Absolument, cette vie que j'ai attirée ici. Maintenant je vais me retirer et je vais te laisser nous faire la visite. D'accord. Comme ça toutes les personnes qui nous regardent vont pouvoir en profiter aussi. Donc on te suit, on te regarde, on t'écoute avec plaisir parce qu'on sent qu'effectivement tu es quelqu'un de passionné. Merci. Alors en effet, donc le jardin il repose sur le principe des 3 zones. Hein. Donc je vais vous présenter les 3 zones schématiquement. Il s'agit de respecter certaines règles et il faut des capacités de cachette pour les animaux. Donc là ça va être, on va entrer dans le domaine des zones refuges. Hein. Donc des tas de branchages, des tas de bois morts, des tas de pierres un peu partout, afin que les animaux puissent se sentir en sécurité et se cacher. Et ensuite des zones maigres qui sont des substrats de culture, des lieux de culture sans engrais, sans compost, afin que les fleurs puissent se développer sans avoir à subir la concurrence avec l'herbe. Parce que plus un sol est riche, moins il va être pourvu en fleurs, puisque l'herbe pousse de façon très agressive. Donc nous, on va faire tout à fait le contraire de ce qu'on apprend à l'école. Ce sont des massifs floraux, sans engrais, sans compost, et c'est ainsi qu'on pourra cultiver 1300 espèces de fleurs sauvages sans avoir à se soucier d'entretien ni d'arrosage. Et ensuite, la 3e zone, le jardin est ponctué par des petites plantes potagères et des aménagements fruitiers un peu partout, et ces 3 zones vont agir en synergie entre elles. Ensuite, ces 3 zones vont obligatoirement devoir être enrichies en différents biotopes. Donc voici la friche humide, c'est le premier biotope. Alors beaucoup de gens ont du mal avec une friche comme ça parce que pour eux tout doit être propre, mais j'insiste, un jardin propre est impropre à la vie. Donc tout se passe ici comme des millions d'années en arrière. Je l'entretiens très peu. Cette friche humide n'est jamais fauchée. Les parties brunes en hiver restent debout. Elles s'affaissent et ensuite elles vont former un manteau carboné très épais. Et c'est là que vont hiverner les tritons, les salamandres et les crapauds. C'est un vivier qui est extraordinaire pour beaucoup de sauterelles, de criquets et de chenilles, mais aussi et surtout pour les araignées. Et l'araignée qui ne peut plus tisser sa toile parce que partout, tout autour de chez nous, tout est malheureusement coupé. Hein. Donc ça c'est à l'échelle de l'Europe, à l'échelle mondiale, tout est propre, tout doit être rasé et ordonné, donc l'araignée ne peut plus tisser sa toile. Or les araignées sont indispensables vu qu'elles dévorent des millions d'insectes par an, ceci dans un but de régulation évidemment. Donc voici l'épère facié ou l'argiope.
Donc cette araignée est fantastique, je la trouve très jolie. Et voici une femelle déjà assez volumineuse qui va se reproduire bientôt et qui va pondre en automne. Elle est en train de finir son repas. Donc on devine bien que ces araignées ne peuvent chasser si tout est tendu à ras, puisqu'elles ne peuvent tout simplement plus tisser leur toile. Il y a vraiment de la vie là-dedans. Oui, absolument, toujours, parce que la nature, quand on lui redonne ses droits, elle a une grande capacité de résilience. Hein. Et puis, dès que les fleurs poussent, les herbes folles poussent allègrement comme elles l'entendent, la nature donne un signal très positif quasi immédiatement. La vie se développe. Donc ici, j'ai le plaisir de vous présenter ce que j'appelle une zone refuge. Comme on le constate ici, les branches ne sont pas broyées, elles ne sont pas brûlées non plus, elles ne sont pas envoyées à la plateforme de compostage. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Je recommande de laisser les branches sur place au sein de votre jardin parce qu'elles constituent un milieu extraordinaire pour favoriser la sécurité des animaux, le sentiment de sécurité que j'évoquais avant. Et évidemment, beaucoup d'animaux vont pouvoir se nourrir de ce bois mort, de ces branchages. Parce qu'en fait, la base de la chaîne alimentaire, elle démarre avec la sénescence, avec le recyclage des déchets morts. Et les décomposeurs sont en train de s'affairer dessus. Et bien sûr, ensuite viendront les prédateurs des décomposeurs et les prédateurs des prédateurs. Donc c'est vraiment la source, la base de la biodiversité. L'état de branchage accueille énormément d'animaux. Les reptiles, les amphibiens et les micro-mammifères vont se trouver au bas de ce tas de branchage, au ras du sol, et les troglodytes mignons vont pouvoir élaborer leur petit nid en forme de boule au sein des branchages. Et ensuite, il y a des insectes à tous les étages. Et le soir, on a toujours le plaisir d'observer les chauves-souris qui viennent chasser au crépuscule lorsque les insectes prennent leur envol. Donc ceci est extrêmement important, ça donne vraiment des capacités de cachette et le sentiment de sécurité aux animaux. Ensuite, évidemment, on met du berbéris, des framboisiers, de l'églantier, du pommier sauvage, du sureau, toutes sortes de plantes de préférence d'essence locale afin de conforter cette niche écologique, et derrière aussi du bois mort. Alors les rondins de bois mort sont essentiels au jardin, il ne faut pas lésigner sur la quantité, il faut en mettre à peu près partout, en toute exposition, tout simplement parce que le bois mort nourrit potentiellement 1400 espèces d'invertébrés et 1500 espèces de champignons, sans compter les mousses et ainsi de suite, qui elles-mêmes sont un véritable univers. Alors comme je l'évoquais à l'instant avec le bois mort, on voit ici l'activité biologique qui s'est installée. Les trous ont été réalisés par des insectes xylophages, donc des vers blancs de coléoptères le plus souvent, qui une fois le cycle achevé, sortent et laissent des trous derrière eux. Et ces trous sont instantanément utilisés par les abeilles solitaires qui en font des nids. Et donc certaines guêpes vont remplir les trous de proie que les larves vont dévorer, ou les abeilles solitaires, quant à elles, elles vont ramener du pollen pour mettre de la nourriture à disposition pour leurs larves, et ensuite les nids sont colmatés. Donc voilà, la vie elle se manifeste partout quand où on les laisse de la place. Voilà, la molène bouillon blanc, c'est un pied magnifique. Il attire direct un grand nombre d'animaux. Ici, on peut voir les espèces de toiles qui sont agglutinées au tronc, les feuilles découpées, ça c'est l'œuvre des chenilles. Et au niveau des fleurs, on voit plusieurs espèces d'abeilles, des mouches et des guêpes polistes. Alors les guêpes polistes, ce sont les longues pattes. Elles sont essentielles à l'écosystème parce qu'elles régulent les chenilles. Alors quand vous avez une surface de maraîchage avec du chou par exemple, eh bien ces chenilles vont être dévorées et régulées par le poliste. Il convient toujours de privilégier les plantes locales. Alors évidemment, nous disposons de quelques plantes exotiques, mais franchement, je préfère à hauteur de 80% pour les fleurs locales et 20% pour les exotiques. Et même les exotiques sont rigoureusement sélectionnés pour leur qualité mellifère. Je ne prends pas de végétal agressif ou un végétal qui ne sert à rien.
le jardin, il est serti de tas de compost et de déchets de coupe de matière végétale un peu partout. Il ne se concentre jamais en un seul endroit. J'en ai mis vraiment partout parce que je considère ça comme étant un élevage à ciel ouvert d'insectes à part entière. Hein. Donc les décomposeurs se mettent en activité et comme ces couches sont très épaisses en hiver, même quand il fait très froid, il reste toujours de l'activité biologique à l'intérieur et les oiseaux seront donc à même de venir se restaurer ici. Il leur suffira de gratter et on les observe souvent en train de grappiller des insectes et des larves qui se trouvent à l'intérieur, même en plein hiver. Ensuite, l'année prochaine, ces buttes vont servir de support culturel pour les légumes. Et l'ensemble sera ceinturé et protégé par des canards kaki Campbell qui vont se nourrir des limaces. Alors, avec cette technique, c'est assez fascinant, on n'a pas besoin de bêcher, donc on respecte la faune du sol. Nul besoin d'arroser non plus, parce que le support reste constamment humide, même en cas de vent fort ou de sécheresse sur une longue période. Mais également, ceci nous évite la corvée de désherbage et de régulation, d'accord, des adventices. Cependant, un inconvénient majeur, hein, et non les moindres, c'est qu'on favorise les limaces ainsi. C'est pour ça que j'ai recours aux canards qui viendront cet automne afin qu'ils me régulent les limaces. Parce que cette année, c'était particulièrement intense. Donc, j'ai dû revoir mes projets de maraîchage à la baisse pour cette année. Ici, la tanésie, une plante que je trouve très belle et merveilleuse. Elle est d'une importance capitale au jardin. Il ne faut pas hésiter à en planter beaucoup. D'ailleurs, elle se ressème d'elle-même en zone maigre. Donc, cette tanésie attire un très grand nombre de butineurs, donc l'abeille domestique, mais également des punaises et des petites abeilles du genre Colletes. Ces abeilles qui sont minuscules, très petites, 5 à 6 ou 7 mm maximum. Et ces abeilles sont strictement inféodées aux achillées ou aux tanésies. Donc on comprend à travers ce tableau que plus vous allez avoir d'espèces de fleurs en nombre au jardin, plus vous serez à même d'accueillir des espèces qui sont inféodées. Donc pour le cas des Colletes, c'est uniquement tanésie ou achillée. Je trouve ça très intéressant et d'autant plus que la plante est magnifique. Ici, nous sommes devant un grand hôtel à insectes. Le jardin est rempli d'hôtels à insectes. Il y en a un peu partout, à des orientations diverses. Alors ici, c'est plein sud. Et là, par exemple, j'ai pris des lattes de fût de vinification. Donc c'est un bois de chêne qui est très dur et très vieux. Donc il est parfaitement sec. Il ne fend pas au perçage. Donc il est facile de percer des petits trous. Ici, de diamètre 4. Et je ne perce pas, évidemment, de part en part, parce qu'il faut une entrée et sortie unique. Alors il est intéressant de noter ici que ce sont une seule et même espèce de guêpes qui ont colonisé cet ensemble ici, que je tiens en main. Il s'agit d'une guêpe qui ne chasse que des pucerons noirs. Donc il faut comprendre que tout est rempli de cadavres de pucerons noirs qui sont en train de se faire dévorer par les larves. Et l'année prochaine, ce sera reparti pour un nouveau cycle. Évidemment, ces guêpes ne viennent que s'il y a du puceron, de la biodiversité, des herbes hautes et de la complexité. Il faut toujours garder en tête la notion de fouillis. Un jardin doit être un fouillis ordonné et entretenu quand même, un fouillis maîtrisé, mais toujours cette vision de fouillis. Un jardin propre tiré au cours d'eau ne fonctionne tout simplement pas. En bas, nous avons d'autres lattes de fût avec des trous plus gros, ici de 6 à 8 mm. Ces trous ont été colonisés en mars-avril par des osmies, donc ce sont des abeilles solitaires, Osmia cornuta, l'osmie cornue. Donc ces osmies sont capables de polliniser un pommier à partir de 5 degrés Celsius, à partir du moment où il y a du soleil, alors que l'abeille domestique aura besoin de 12 degrés pour polliniser de façon efficace et afin d'être en mesure de sortir de la ruche. Là encore, on comprend l'importance de la biodiversité. Lorsqu'une espèce est défaillante pour des raisons météo, eh bien, c'est une autre qui va pouvoir prendre le relais. Parce que l'abeille domestique ne saurait suffire à elle seule à la complexité de la pollinisation. Ensuite, il faut aussi tenir en compte le fait que seuls 30% des abeilles et des guêpes connues en Europe rentrent dans les hôtels à insectes. En réalité, 70% des autres sont fouisseurs. Ils rentrent dans le sol, ils font des galeries dans les falaises ou dans les tas de sable, de l'œuf ou d'argile ou encore dans le torchis des étables. Donc il faut prévoir une grande diversité de nichage pour toutes ces espèces. Et ici aussi, pour les espèces
espèces qui rentrent dans les hôtels insectes. Pour revenir dessus, on a pris une Canis brise-vue en roseau pelé. Ça, c'est pour les petites espèces. Il est entièrement colonisé. C'est assez fascinant à voir, les espèces printanières. Tout est rempli de larves ou de pollen. Et ici également, les tuiles persées qu'on trouve en Allemagne, qui jadis servaient de couverture pour les étables ou les granges, et elles servaient d'isolant. Donc les trous sont percés d'origine, hein. Donc on voit bien que tout a été colonisé par les grandes espèces ici qui affectionnent ces sites de nichage. Et les tuiles font tout de même 40 cm de profondeur et les alvéoles sont comblés jusqu'au fond. Alors, pour que les hôtels à insectes soient colonisés avec succès et afin de pouvoir accueillir un très grand nombre d'espèces au jardin, il faut mettre en place ce que j'appelle ici l'open bar des butineurs, la zone maigre. Ce sont des substrats de culture qu'on utilise ici, qui sont dénués de compost et d'engrais, afin que l'herbe qui fait concurrence ne puisse coloniser ce milieu. Et donc, les plantes sauvages s'épanouissent ici, on le voit, on le constate très bien ici derrière moi, sans avoir à subir cette concurrence, et les végétaux se ressèment sans problème. Et il est à noter que je n'ai pas besoin d'arroser, ces plantes n'ont jamais d'eau de ma part toute l'année, hein. Donc c'est vraiment une économie incroyable, pas d'arrosage et pas de désherbage. Pour l'entretien, on se contente simplement de réaliser 2 éclaircissages, le premier en automne, l'autre au printemps, parce que les plantes qui vivent ici ont tendance à se ressemer un peu trop bien, donc de façon trop dense. On éclaircit comme on le ferait pour les carottes. Et en hiver, les parties sèches sont enlevées et coupées à la faucille et on exporte vers l'état de compost qu'on a évoqué plus haut. Cela dit, c'est quand même extraordinaire. On a le temps alors de contempler la vie qui gravite dans ces jardins plutôt que de se baisser constamment à arracher les herbes qu'on ne veut pas ou à passer son temps à arroser. Alors, il est essentiel de garder à l'esprit qu'il convient de cultiver au moins 80% de plantes locales, des plantes d'essence locale, puisque les animaux qui vivent ici ont coévolué avec ces plantes des millions d'années durant, donc des plantes de qualité mellifère. Et évidemment, il ne faut pas hésiter à laisser inviter les plantes qui viennent d'en dehors. Ici, comme cette magnifique molène noire, ce n'est pas moi qui l'ai introduite. À côté, une molène blanche, ici, enfin le bouillon blanc, ici la molène noire. Et je trouve ça assez fascinant, cette exubérance florale, cette couleur chaude qui s'est invitée au jardin, qui constitue un véritable restaurant pour de très nombreux chenilles et de très nombreux insectes. À côté, vous avez ces fleurs de couleur pourpre. Elles, par contre, elles viennent d'Iran. Ce sont des germandrées d'Iran. Je les ai sélectionnées parce qu'elles sont très résistantes au sec, mais aussi parce qu'elles ont une longue période florale qui ravit de très nombreux hyménoptères, notamment les bourdons et les abeilles solitaires. Donc ces plantes se ressèment allègrement au jardin tous les ans. Elles se déplacent. Je trouve ça assez fascinant. Je n'ai plus rien à faire. C'est la nature qui compose le tableau par elle-même. Ici, nous avons une magnifique tour de pierre en calcaire. Ces tours sont nombreuses au jardin. Elles le décorent parfaitement. Je ne saurais plus imaginer ce jardin sans ces tours d'ailleurs. Et ces tours ont une fonction écologique absolument essentielle. Elles captent la chaleur de la journée et la restituent la nuit. Et donc, beaucoup de guêpes chasseresses vont pouvoir se faufiler dans les nombreux interstices que l'on voit ici, et notamment la guêpe potière, d'autres guêpes chasseresses, des pompiles qui ne chassent que les araignées aussi, par exemple. L'orvet et la musaraigne affectionnent les lieux aussi, ainsi que les papillons, puisque les chenilles vont se faufiler dedans, vont pouvoir tranquillement faire leur chrysalide, élaborer la métamorphose et ensuite essaimer sous forme de papillons un peu plus tard. Et je trouve que c'est assez fascinant et tout le monde peut mettre des lieux comme ça en place dans le jardin pour faciliter la vie aux animaux. Derrière moi, cette très grande zone maigre qui est âgée de 4 ans,
Donc nous, on a acheté la maison il y a 4 ans et demi à peu près. Et immédiatement, je me suis mis au travail et je me suis empressé de commander 2 camions de tuiles concassées. Donc de par ce fait, les gens au départ m'ont pris un petit peu pour un fou parce qu'ils étaient incapables de comprendre ce que j'allais faire. Ils ont cru que j'allais transformer ce magnifique jardin en déchetterie. Et je trouve qu'elle est belle pourtant ma déchetterie, n'est-ce pas? J'ai fait une grande litière de drainage sur 10 cm d'épaisseur jusqu'au fond avec ces tuiles concassées. Et ensuite, j'ai rempli l'ensemble de terre maigre, une terre sableuse avec un peu de limon et surtout pas de compost puisque c'est le compost qui va favoriser l'herbe. Et là encore, on le constate, l'herbe est absolument entièrement absente de cette zone. Les fleurs, elles s'essaiment là-dedans sans problème, elles s'épanouissent même. Le seul travail que j'ai ici, c'est plusieurs fois par an, il faut rentrer dedans 1 ou 2 heures pour nettoyer grossièrement un petit peu, afin d'éviter à ce qu'un végétal n'empiète sur l'autre, et également les parties sèches qu'il faut extraire en hiver afin de les exporter. Il ne faut surtout pas laisser les parties mortes dans cette zone maigre, sinon elle finira par s'enrichir en humus et en compost, et c'est là que l'herbe va commencer à pousser, et c'est ce qu'on veut éviter ici. Alors ici, nous sommes confrontés nous sommes devant le milieu le plus extrême de Hymenoptera. Donc ça, c'est une butte de culture 100% minérale composée de recyclés briques-béton. Donc là encore, ça a pas mal parlé aux alentours parce que les gens se sont vraiment dit que j'allais faire un tas de gravats et de déchetterie, mais en réalité, c'est pour une bonne cause. Alors vous voyez, toutes ces plantes, les Tanésies, ce n'est pas moi qui les ai implantées. Elles sont venues toutes seules, tout comme cette catananche aux fleurs bleues. Ici, il y avait les scabieuses, j'ai dû les couper parce que les parties sont sèches, les graines sont tombées. Mais en septembre, ça va repartir grâce à cette coupe pour un regain de floraison et ceci sera d'autant plus bénéfique aux abeilles. Alors le béton, il est fascinant parce que le béton, il est calcaire et donc ces plantes calcidophiles affectionnent particulièrement les lieux. Mais la brique et la tuile concassée, elles ont aussi une propriété mécanique intéressante. Elles sont neutres, mais elles sont aussi poreuses. Et cette porosité permet toujours un gain d'hygrométrie puisque le côté poreux de la tuile et de la brique vont garder l'eau de la condensation nocturne. Et ce qui permet à ces plantes de se ressemer aisément. À mes pieds, on voit plein de petits végétaux. Ce sont des cardères et des scabieuses qui se sont ressemés alors que je n'ai pas arrosé cette année. Donc c'est toujours la même fascination. Malgré le gros cagnard, les grosses sécheresses qu'on a eues, eh bien, le jardin évolue tout à fait naturellement, sans aucune intervention humaine. Alors ici, en arrière-plan, vous avez à nouveau une zone refuge. Il y a un gros tronc d'arbre qui, à mon avis, me survivra puisque ce tronc d'arbre est un robinier faux acacia et évidemment un immense tas de branches. J'ai mis des boutures de vigne vierge autour pour le rendre plus acceptable pour le voisinage. Donc l'année prochaine, il sera entièrement recouvert par cette vigne vierge sans dénaturer la capacité d'accueil de tous ces animaux. Et c'est ici qu'on a des belettes et des hérissons qui cohabitent et ce sont évidemment des animaux très utiles au jardin. Et devant, au premier plan, vous avez un immense pied de Coronivaria. Il s'agit d'un seul pied de Coronivarié. Donc c'est bien une plante de chez nous qui pousse parfois dans les prairies maigres et elle attire beaucoup de chenilles et évidemment beaucoup d'hyménoptères, dont des petits bourdons, l'abeille cotonnière et autres. Donc cette plante, il ne faut pas la mettre n'importe où parce qu'elle est très agressive évidemment. Donc il faut la mettre en isolé pour meubler le jardin et d'ailleurs c'est du plus bel effet je trouve. Alors ici, nous sommes en présence, entre guillemets, d'une mauvaise herbe. Je pense qu'il s'agit d'un crépice. Et cette plante, en fait, elle se ressème naturellement au jardin. Elle est malheureusement souvent exterminée sans discussion dans les jardins particuliers. Mais il convient d'en garder quand même parce qu'elle joue un rôle très important dans les écosystèmes puisqu'elles apportent de grandes quantités de pollen de qualité pour de petits hyménoptères qui sont malheureusement ignorés du grand public en général.
Ici, nous sommes en présence d'un pied de cardaire qui est mort. C'est une superbe plante bisannuelle. Donc le pied est bel et bien mort. Pourtant, je les laisse encore debout jusqu'à la fin parce que les araignées se servent comme support pour tisser les toiles. Et en hiver, ceci est toujours visité par les chardonnerets et les bouvreuils puisque la cardaire, donne des graines extrêmement riches en huile qui vont donner aux oiseaux la capacité de résister aux assauts de l'hiver. Et évidemment, je n'interviens pas. Les cardaires se ressèment partout ici à mes pieds ou comme ici à droite. On peut les voir parfaitement. Donc, voici des semis spontanés de cardaires issus de la plante mère que j'ai présentée à l'instant. Elles se sèment dans le gravier. Donc ici, il s'agit d'une litière immense de 80 tonnes de sable pour béton recouvert de 5 cm de concassé pur. Donc on arrive à une zone maigre qui est composée de 85 tonnes de matériaux tout de même. Mais l'effet, il est fascinant, hein, sans arrosage, sans aucune intervention de ma part. Les plantes se ressèment puisqu'il n'y a pas la concurrence avec l'herbe. Et la magie est en cours. Regardez derrière ici, vous avez un magnifique réséda, le réséda lutea. Donc le réséda lutea est une plante qui est malheureusement de plus en plus rare. On la trouve encore dans les friches industrielles, l'état de gravat ou encore le long des voiries SNCF quand elles ne sont pas traitées avec le désherbant. C'est une plante majeure, elle fleurit de mai à novembre, donc elle donne du pollen et du nectar très important à beaucoup d'espèces au fil des cycles biologiques. Et évidemment, ces plantes se plaisent en ces lieux, toujours pas de concurrence, et elles se ressèment aisément dans le gravier sans aucune aide humaine, hein. Et ici, vous avez le chardon penché. Ce chardon est magnifique. Il s'agit de 3 pieds. Donc, malheureusement, j'ai dû acheter les pieds auprès d'un horticulteur spécialisé en Allemagne. Il était jadis très fréquent le long de la bande rhénane. Il n'y en a quasiment plus parce que les gens s'en sont donnés à cœur joie pour le détruire. Et pourtant, voilà 2 mois qu'il fleurit. Tous les jours, il fait des fleurs d'un jour. Il en fait de nouvelles. Elles sont visitées par beaucoup d'abeilles fouisseuses de la famille des halictes, mais aussi des guêpes et des papillons. Et ensuite, elles serviront de restaurant pour, encore une fois, les chardonnerets et les bouvreuils, puisque les oiseaux aiment ces graines riches en huile. Alors derrière moi, vous avez donc cette zone maigre d'une étendue quand même assez grande, hein, composée de 80 tonnes de sable pour béton et de concassé. Voilà ce qu'on obtient en 10 mois. Donc c'est tout de même assez rapide et l'herbe ne peut pas y pousser, j'insiste vraiment sur ce point. Tout le monde devrait faire des aménagements de la sorte, avec les plantes adaptées évidemment, pour satisfaire les besoins des insectes, aussi le besoin des plantes, puisque ces plantes sont incapables de pousser dans une prairie trop riche, puisque l'herbe pousse de façon agressive. Donc on voit ici des plantes magnifiques, ce qu'on appelle les fausses giroflées alpines, les Erysimum, qui vont d'ici 2-3 ans entièrement couvrir cette zone. On voit ici aussi le panico qui attire un nombre incroyable d'insectes. C'est une plante qui pousse dans le sable, une plante, une vivace à durée de vie courte. Et derrière ici, au niveau de cette butte de recycler briques-béton, on voit ici des touffes d'origan et le Stachys byzantina, donc ça c'est l'oreille d'ours, hein, cette plante aux parties duveteuses avec les poils. Ce sont des plantes extrêmement résistantes à la sécheresse, elles se ressèment d'elles-mêmes là-dedans et les Stachys sont indispensables aux abeilles cotonnières. Nous avons 5 espèces au jardin. Ces abeilles ont besoin des poils de cette plante pour construire les nids. Donc elles viennent butiner la plante, mais en même temps, de temps en temps, elles vont gratter les poils de cette plante pour faire des nids qu'elles vont insérer entre des tas de bois morts, entre des tas de pierre ou même dans des tiges de mollène qu'elle creuse elle-même. Donc on voit tout de même une certaine complexité, puisque la vie c'est la complexité, une complexité telle qu'un seul esprit ne saurait le concevoir. Je suis constamment fasciné par la puissance du végétal. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fort sur Terre. Ce qu'il a fait des températures extrêmes
très chaude sur de longues périodes, en plus sur du concassé ou du recyclé brique-béton que vous voyez derrière. Donc vous voyez ce fameux Stachys byzantina, les jeunes pieds qui se sont ressemés ici sans aucune aide de ma part. Ici encore un pied de cardaire, et là les toutes petites plantes que je montre avec mon doigt, ce sont les origans, donc les plantes mères sont derrière moi, origans vulgaires, et tout ceci sans aucune attention ni aucune aide de ma part. Donc quand on connaît le fonctionnement de l'écosystème, tout se fait tout seul, la nature fait mieux que l'homme, on n'a pas besoin d'intervenir, nul besoin d'intervenir. Ici, nous sommes en présence d'une magnifique centaurée, une centaurée locale évidemment, la Centaurea Stebe, est également fréquente en Alsace jadis le long de la bande rhénane. Il existe toutefois encore des endroits où on en trouve en nombre. Donc cette plante est très belle, elle est essentielle et les particuliers devraient être encouragés à cultiver cette plante qui fleurit de août à septembre. Donc j'insiste toujours sur ce concert de fleurs qui démarre avec les fusillages fin février et en mars, ensuite les crocus, les jonquilles, puis viennent les résédas, les buglos, les stachys, les tanésées et ensuite Centaurea Stebe. Et cette plante est essentielle parce qu'elle se ressème bien en zone maigre et il faudra même en éliminer tellement qu'elle pousse bien. Et elle attire effectivement un très grand nombre d'insectes à une époque où les fleurs se font rares. Août-septembre, c'est plutôt une période, surtout août, une période de dormance pour les fleurs. Nous voici en présence du nez très exubérante, très dense, qui est également une zone refuge des haies d'essence locale. Donc on voit ici le prunelier qui fleurit en avril, c'est la première fleur de cet haie. Ensuite viennent l'églantier et la ronce, donc on voit ici les fruits, les ronces qui fleurissent ensuite, le framboisier sauvage qui est très haut et derrière nous l'ortie. Donc ces plantes sont importantes, le solidage aussi, le solidage est un peu invasif mais il faut le contrôler au jardin. Il est essentiel parce qu'il fleurit en ce moment et en août effectivement c'est un peu la traversée du désert pour les insectes, donc je pense que cette plante est tout de même importante au jardin. Alors, juste pour avoir des notions capitales en tête, l'églantier va être à même d'attirer 27 espèces de chenilles. La ronce, elle attire 70 espèces d'insectes. Le framboisier sauvage en nourrit 55 et l'ortie qui est sur le haut du palmarès, qui est derrière, l'ortie elle nourrit tout de même 120 espèces d'insectes. Donc il faut toujours laisser une place de choix à ces plantes au jardin dans le cadre d'une haie dense. Et pour finir, le solidage, lui, il est très important pour les butineurs, mais également pour des capricornes qui mangent les racines ou les tiges de la plante ou de certaines espèces de chenilles également. Alors ici, nous sommes en présence d'un biotope d'importance, donc la zone humide, la mare. Alors c'est une mare à grenouilles qui est strictement dénuée de poissons parce que les poissons mangent tous les insectes, les têtards et les larves des tritons. Alors cette mare, elle est tout de même magnifique parce que elle est déjà d'une grande étendue, elle est très populeuse, beaucoup de grenouilles vertes et au printemps, les grenouilles agiles, les grenouilles rousses viennent pondre au-dedans aussi. Les crapauds également, et nous avons deux espèces de tritons, à savoir le triton palmé et le triton alpestre. Et cette zone est un peu envahie par les lentilles d'eau, on le voit bien, c'est entièrement couvert. Donc tous les 2-3 jours, j'ai la même corvée. Il faut que je vienne avec l'épuisette pour sortir la moitié de ces lentilles d'eau pour éviter à ce qu'elles n'étouffent la vie qui se trouve en dessous, parce que j'ai des plantes aquatiques qui sont oxygénantes et très belles. Si je laisse faire, effectivement c'est joli, mais la vie en dessous, elle s'étouffe. Parce qu'en fait, l'étendue des lentilles d'eau double tous les 2-3 jours. Donc c'est tout de même assez prolifique. Et ce sont les canards et les hérons qui viennent chasser ici ou se nourrir ici qui ont ramené ça, puisque quand ils se déplacent d'une étendue aquatique à une autre, ces animaux transportent quelques lentilles d'eau sur leurs pattes et puis après ils ont été ramenés ici. Voilà. En tout cas, je trouve ça très joli. C'est une mare sans bâche évidemment, avec que des sources naturelles. Ça tourne en circuit ouvert, donc l'eau reste toujours très claire. Et derrière, en toile de fond, les plantes de zone humide, à savoir la menthe aquatique, et puis les salicaires indispensables aux Melita nigricans ou à certaines familles de papillons. Eh bien voilà, nous voilà au bout de ce chemin qui a été, j'espère, autant pour vous que pour nous, un émerveillement.
permanent et vous avez dû voir, on ne vous a pas menti, Sébastien est quelqu'un de passionné et de passionnant. On ne décroche pas une minute. Mais vous voyez aussi l'importance, vous qui avez peut-être un jardin, et j'espère que vous verrez votre jardin différemment. Il peut être une source de vie extraordinaire. Vous pouvez faire partie de la solution vous aussi en changeant, eh bien, même si vous avez envie de garder un petit bout de gazon pour vous détendre et vous faire bronzer, mais néanmoins vous pourriez mettre énormément de vie et faire partie de la solution, parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est notre biodiversité qui en a besoin, c'est notre vie et c'est notre propre habitat que nous sommes en train de détruire. Donc, par voie de conséquence, on ne réalise pas, c'est que en laissant les choses se faire, c'est-à-dire en continuant à laisser faire cette destruction massive de ces insectes et forcément des animaux qui s'en nourrissent et de tout l'ensemble de... Sébastien nous a parlé de l'interdépendance qu'il y a aussi, eh bien, on est en train de se détruire nous-mêmes. Et donc, il est temps de changer nos habitudes, de changer notre conception de la réalité. Et Sébastien fait partie, nous, on a été tout de suite saisis quand on a rencontré Sébastien. La première fois, on est venu le visiter, on a fait la visite avec lui. On a été tout de suite touchés parce qu'on se rendait compte nous-mêmes de toutes les erreurs qu'on commettait. Alors, Sébastien a des choses aussi à vous dire et je vais lui laisser la parole maintenant. Oui, alors merci déjà pour ce reportage magnifique. Et donc j'ai un message effectivement à faire passer. Effectivement, Bruno l'a bien dit, vous faites partie de la solution. L'érosion de la biodiversité n'est pas une fatalité. Vous pouvez élaborer un refuge pour ces animaux en votre jardin, une oasis de vie. Et pourvu que nous soyons nombreux afin de créer ces oasis de vie pour sauver les insectes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut encore sauver les insectes, mais il nous reste à peine une fenêtre de tir de 10 ans, donc c'est demain. Ensuite, je voudrais vous parler du réseau Hortus. Donc c'est un réseau qu'on peut trouver sur Internet. C'est un réseau européen. Donc la partie française s'appelle Réseau Hortus France. Vous pouvez le trouver sur Internet. Nous sommes désormais 6000 en Europe à faire des jardins comme ça à travers ce réseau. Vous pouvez vous inscrire à condition de respecter vraiment les besoins de la faune et du principe des 3 zones. Donc zone refuge, zone maigre et zone potagère et fruitière. Ensuite, un détail d'importance, ici, rien n'est touché avec la tondeuse ou avec la débroussailleuse. La tondeuse est strictement interdite en ce jardin, parce que la tondeuse est une hélice qui aspire et qui broie absolument tout le vivant, alors que nous, on utilise la faux pour les petites surfaces et la motofaucheuse pour les grandes surfaces. Là, on ne tue que très peu d'animaux. Il y a évidemment des accidents, mais beaucoup moins, parce qu'il ne s'agit que d'un seul point de coupe. Ce sont 2 barres qui se chevauchent, un seul point de coupe. Les insectes qui sont au-dessus ou en dessous, y compris les reptiles, eh ben, ils sont indemnes en général. Voilà. Donc en fait, pas de tondeuse, mais une faux et une motofaucheuse. Alors nous, avec Planète Altruiste, on avait eu l'idée de prendre contact avec les mairies, parce que les mairies ont des surfaces parfois qui sont complètement délaissées et même mal utilisées. Tout ce qu'ils font, c'est de les faucher et de les laisser en l'état. Mais là, on se rend compte que chaque mairie, dans chaque village, pourrait justement faire partie de la solution et apporter en consacrant un bout de terrain justement à cette vie, à cette biodiversité. Absolument. Alors, je suis convaincu qu'on peut être d'une très grande efficacité à l'échelle locale. Donc, je travaille déjà avec des communautés de communes, avec des maires, avec des particuliers, voire des entreprises qui sont soucieuses de l'environnement. Et ça, encore, c'est un très bon signal. Et pour le moment, ça reste très largement en deçà des besoins. Mais l'étincelle est là, l'emballement commence à venir et c'est un très très bon engouement qui s'en vient et j'en suis ravi. Donc c'est une excellente idée de fédérer les mairies parce qu'elles ont tout de même beaucoup de terrains qui ne servent à rien effectivement, qu'on pourrait réhabiliter pour la nature. Alors, vous qui voyez cette vidéo, et si vous êtes touché, si vous êtes sensibilisé comme nous, et si vous avez la possibilité de faire quelque chose, ben, surtout n'hésitez pas, et vous pouvez prendre contact avec nous, avec Sébastien aussi, et puis surtout, partagez en masse, parce qu'il y va de notre survie à nous aussi. C'est pas du tout du catastrophisme, c'est une réalité et on peut tous faire quelque chose à notre niveau. Alors, je te remercie vraiment Sébastien de nous avoir accueillis dans ton jardin. On aura un grand plaisir et j'espère que tu vas avoir encore plus de visites. Avec plaisir et puis je pense que oui, c'est bien parti. Je suis très content, les gens sont sensibles et je me suis aussi rendu compte que les gens ne sont pas si égoïstes que ça à partir du moment où ils comprennent l'enjeu, où ils comprennent aussi les conséquences de leurs actes et à partir du moment où on leur donne également les bons outils entre les mains pour qu'ils sachent faire. Voilà. Merci Sébastien.
C'était Planète Altruiste. Merci beaucoup et on se retrouve bientôt. Au revoir. Au revoir. Quel voyage. Wow. Des étoiles, mais plein les yeux encore. Ah ouais, moi aussi. Hein. Il y a une chose que je peux dire, en fait, c'est que j'ai carrément retrouvé mon âme d'enfant dans ce jardin. C'est un jardin formidable, mais j'y ai retrouvé en fait tout l'enthousiasme que j'avais quand j'étais à l'école primaire sur les leçons de sciences naturelles. À l'époque, ça s'appelait les sciences naturelles. Et c'est toute cette magie, en fait, qui, moi, m'a revigorée. Au-delà effectivement du tempérament hein, de Sébastien, qui est absolument génial, parce que franchement, il transmet. Ce que j'en retire de ce jardin, c'est le côté merveilleux. C'est, voilà, moi j'ai retrouvé mon âme d'enfance. Et c'est trop drôle que tu dises ça, parce que j'ai eu exactement la même sensation au tout début du reportage. Il y a eu une espèce d'araignée que je n'avais pas vue depuis l'école primaire, quand je jouais avec mes potes. Ouais. Et là, ça m'a fait aussi un peu quelque chose, une espèce de retour en enfance. Mais après, comme on disait, c'est vrai que ça va encore plus loin, parce que du coup, Seb, moi, il m'a fait vraiment cette sensation, il m'a touché, parce que il nous apprend à aimer vraiment la nature, même les insectes, alors que les insectes, pour nous, normalement, c'est des nuisibles. Et là, moi, je ressors de ce reportage, j'aime les insectes, parce qu'il nous a expliqué, il a été hyper pédagogue, pourquoi est-ce qu'ils sont utiles. Alors on tient à le répéter, vous qui nous regardez, on tenait absolument à vous faire découvrir justement Sébastien, l'homme insecte, qui est, j'espère que vous l'avez ressenti aussi passionnant et passionné que nous. On a eu un immense plaisir et sachez que vous allez pouvoir le rencontrer puisqu'il va participer à la prochaine journée mondiale de l'altruisme. Et là, je m'adresse directement à vous, comme je l'ai fait dans le reportage. Vous qui avez un jardin, eh bien, quand vous cultivez votre jardin, pensez à la vie que vous pouvez amener dans votre jardin. Pensez à être aussi la solution, plutôt que de devenir le problème. En tout cas, il y a une chose, éliminer les herbicides, les pesticides, tout ce qu'on nous a transmis, tout ce qu'on nous a appris. On a tous été malheureusement manipulés par l'information. Et on est devenu paresseux. Et on est devenu aussi très paresseux, alors qu'un jardin vivant, on a commencé à le faire, et c'est absolument fantastique de revoir ces insectes, de revoir ces oiseaux qui reviennent, qui peuplent nos jardins. C'est absolument fantastique. Et tant pis pour nos pare-brises, qui seront couverts à nouveau d'insectes, mais il y va de notre survie. Et vous allez vous allez pouvoir le rencontrer, vous allez pouvoir poser des questions avec, et il transmet cette passion, c'est absolument fantastique. Très charismatique, Sébastien Heim. Et son jardin, Hymenoptera, le jardin écologique. Et maintenant, on va faire un autre voyage. On a retrouvé Indiana Jones. Et oui, il se trouve en fait dans la forêt de Wiman, à Madagascar. Aha. Et alors, on va pas aller tout de suite à Madagascar, on va d'abord le rencontrer à Paris, il nous a fait l'honneur de nous recevoir à Paris. On vous en dit pas plus, il fera aussi partie de la prochaine journée mondiale de l'altruisme, et vous allez voir, il est tout aussi passionnant et passionné. C'est quelqu'un qui vit dans la nature depuis très longtemps, mais on vous en dit pas plus. On se retrouve au prochain épisode, justement, avec cet Indiana Jones français. À très vite et merci de nous avoir écoutés. Merci et à très bientôt. À très bientôt.